Guterres, secrétaire général des Nations Unies, affirmait ceci: à mesure que nous empiétons sur la nature et que nous épuisons les habitats vitaux, le nombre d'espèces en danger ne cesse de croître. L'humanité et l'avenir que nous voulons n'est donc pas à l'abri. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau de l'invité du week-end. L'humanité face au problème de la biodiversité, nécessité d'une prise de conscience, c'est ce qui nous réunit ce matin. Et pour déballer sur ce sujet, nous recevons sur ce plateau Monsieur Karl Attendé, chargé de programme de JVE pour dire Jeunes volontaires pour l'environnement. Bonjour Monsieur Attendé. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Journée internationale de la biodiversité, quelle est la contribution de cette journée instaurée par les Nations Unies à la dynamique de conservation de la biodiversité? Merci pour la question et déjà merci de nous offrir cette tribune pour apporter cette information aux auditeurs, aux téléspectateurs. Le plaisir est pour nous. La Journée internationale de la biodiversité ou de la diversité biologique, comme vous l'avez dit, a été instaurée en 1993, donc on est à sa 28e célébration. Et donc, déjà, c'est l'opportunité ou l'occasion qui est donnée de rappeler que la question de la biodiversité est importante. Au-delà des activités quotidiennes, de nos actions, savoir que la biodiversité doit être conservée, doit être protégée. Cette journée permet de rappeler cela aux uns et aux autres, de sensibiliser sur la question et surtout autour d'un thème clé qui soulève en fait les dangers qui sont liés à la conservation de cette biodiversité-là. Et donc, je peux dire que depuis que cela est instauré et avec toutes les actions qui sont menées, que ce soit par la communauté internationale ou au niveau des États, notamment le Bénin, je crois que cette question est beaucoup plus prise en compte ou connue des uns et des autres dans notre pays. D'accord. Déjà, quel intérêt avons-nous à lutter ou à mener des actions pour la conservation de la biodiversité quand on sait que nous sommes à une période où les technologies sont hautement avancées? Alors, disons que la biodiversité, c'est quoi? C'est tout ce qui est contenu dans l'écosystème, y compris nous-mêmes. Donc, nous faisons partie de cette diversité biologique, l'homme. Et donc, ce n'est pas que la flore, ce n'est pas que la faune, c'est également nous autres hommes. Et donc, nous vivons dans un espace, dans un environnement, et nous avons cette nécessité-là de protéger cet environnement, de faire en sorte que les générations qui viendront, les générations futures, puissent bénéficier de ce cadre même de vie, parce que nous sommes dans un milieu urbain, nous sommes en ville, mais les populations, les communautés qui sont dans les milieux ruraux bénéficient plus de cette biodiversité, de cet écosystème constitué de forêts, d'animaux qui, entre-temps, ou peut-être toujours, bénéficient à nos communautés en termes de ressources naturelles, de ressources qui sont utilisées au quotidien pour survivre. Et donc, pour notre survie, la survie de l'humanité, c'est impérieux de protéger, de conserver la biodiversité. D'accord. Est-ce à dire au regard de vos propos de tout à l'heure que nous qui sommes en milieu urbain, nous sommes limités au profit qu'on peut tirer vis-à-vis de la biodiversité? Effectivement, parce que l'un des problèmes que rencontre la préservation de la biodiversité, c'est l'urbanisation. À force que les villes se développent, il y a des espaces ou des écosystèmes qui se perdent. Or, quand on parle de biodiversité ou de diversité biologique, c'est tout un ensemble. Il y a des animaux, il y a des espèces qui contribuent à réguler, comment dire, la survie d'autres. Je donne un exemple tout simple. Lorsque vous êtes dans un village aujourd'hui, je parle d'abord de village avant de venir sur le cadre urbain. Lorsque vous êtes dans un village et vous avez abattu tous les serpents de ce village, alors dites-vous que les rats vont envahir votre champ parce que c'est ces serpents-là, ces reptiles-là qui, en réalité, défendent nos champs en consommant ces rats
et évite qu'ils dévastent nos plantations. Et donc, quand je viens plus dans un milieu urbain, alors nous avons autour de nous ces petites espèces-là d'insectes, par exemple, qui nous débarrassent de plusieurs autres types d'espèces envahissantes. Et donc, c'est une sorte de régulation naturelle. Donc, le créateur a su bien faire les choses en mettant à notre disposition tout cet écosystème, cette variété d'espèces ou en tout cas d'espaces qui nous permettent en réalité de pouvoir survivre au quotidien. Et donc, lorsque nous détruisons, lorsque nous utilisons de façon irrationnelle les ressources naturelles qui nous ont été données par ce créateur-là, alors ne soyons pas surpris après de vivre des conséquences, de vivre des catastrophes, de vivre des pandémies, etc. Et nous sommes à la Covid, donc ça veut déjà tout dire. D'accord, d'accord. Revenons aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité. Et justement, face à ces menaces, quelles sont les attitudes à adopter pour vraiment contribuer aujourd'hui à une conservation effective de cette biodiversité? Parlant de menaces, disons que l'homme est au centre même de toutes ces menaces parce que ce sont les activités humaines qui, en réalité, constituent des menaces sur la préservation de la biodiversité. On peut citer plein de choses. J'ai parlé de l'urbanisation tout à l'heure. Le désir de vouloir créer des villes, ça a un fort impact sur cette diversité biologique-là. Il y a les activités de pêche où nous avons la surpêche. Nous avons nos activités agricoles où nous utilisons des engrais chimiques, des intrants chimiques. Il y a plein d'actions. Même nos actions quotidiennes ne vont pas à l'endroit de la conservation. Nos actions naturelles ne vont pas à l'endroit de la conservation. Si nos actions ne vont pas forcément à l'endroit de la conservation de la biodiversité, comment est-ce qu'il faut agir? Il faut un changement de comportement. C'est quoi ce changement de comportement? Il faut déjà connaître l'importance de la biodiversité, l'importance de la conserver. Et à partir de cette prise de conscience ou de cette connaissance de son importance, poser des actes tout simples, même dans notre quotidien, pour quand même contribuer, apporter notre part à cet effort de conservation qui est souhaité. Et donc, je donne un petit exemple. Lorsque vous êtes chez vous, vous voulez construire chez vous, il est de bon ton, si vous voulez être en harmonie avec cet effort de conservation-là, de créer un petit jardin potager, de créer un espace vert qui permet à des espèces de pouvoir disposer d'un cadre, même en milieu urbain, pour se développer. Wow. Créer un petit jardin va faire peut-être amener des espèces de papillons, va faire germer des vers de terre qui vont... il y a énormément de petites choses, de petites espèces qui vont germer Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un jardin. Effectivement, et tout le monde n'en a pas l'espace non plus. Exactement. Mais au-delà de ça, il faut déjà éviter de couper des arbres parce que c'est un comportement qui n'est pas éco-citoyen que nous remarquons de plus en plus dans notre pays. C'est que chacun, de façon anarchique, pense qu'il peut se débarrasser d'un arbre en oubliant tous les bénéfices ou tous les services écosystémiques que cet arbre-là peut procurer. L'air, en tout cas le conditionnement de l'air, tous les bénéfices liés à l'arbre, et on le coupe. Déjà, c'est un acte qu'il faut bannir de nos habitudes. Est-ce que cela ne répond pas, la coupure de ces arbres, l'abattage, je veux dire, de ces arbres, ne contribue pas, voilà, forcément aux besoins du moment, parce que c'est aujourd'hui ces arbres qui nous permettent, voilà, d'avoir un plateau, par exemple, aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est les besoins de l'homme qui amènent à la destruction de la biodiversité. Je crois que, je vous prête pas d'intention, mais je crois que, le problème ne se situe pas au niveau du reboisement, parce qu'après avoir coupé, c'est ce qui est en fait déploré, qu'il n'y ait pas de reboisement. Effectivement, c'est pour ça que je parlais que chacun puisse à son niveau créer un petit. C'est pas un jardin, n'est pas forcément un truc esthétique, mais lorsque vous voulez construire votre habitat, prendre en considération ce volet environnement là. Lorsque vous avez détruit un arbre vieux de 100 ans, de 500 ans, de je ne sais pas combien d'années, vous en plantez plusieurs autres qui, au fur et à mesure au fil des années, vont pouvoir grandir et
produit les mêmes effets que celui que vous avez détruit. Donc, c'est un effort de compensation, en fait, parce que on est d'accord, on est conscient que nos activités, nos besoins actuels ne vont pas à l'endroit de la conservation ou la préservation de la biodiversité. Mais lorsque nous posons un acte qui est contraire à cela, que nous puissions compenser par d'autres, le reboisement, comme vous l'avez souligné, et plein d'autres petits gestes, réduire, en tout cas, améliorer nos modes de consommation et de production. C'est important. Ça contribue à préserver énormément tous ces écosystèmes-là qui dépendent en réalité de nous, les hommes qui l'exploitons. Ok. Au niveau des organisations aujourd'hui qui existent et aussi des associations, notamment JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, dont vous êtes le chargé de programme, qu'est-ce qui est fait? Comment œuvrez-vous concrètement pour un véritable changement de comportement? Merci pour la question. Alors, JVE Bénin, comme son nom le dit, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, notre cœur de métier, c'est lutter contre toutes les atteintes contre notre cadre de vie et contre notre environnement. D'accord. Et de façon plus élargie, nous allons sur les questions de changement climatique qui, comme vous le savez, nécessitent des efforts en termes d'atténuation, d'adaptation, les questions de reboisement, etc. Nous évertuons au quotidien à déjà sensibiliser, conscientiser les communautés, que ce soit du milieu urbain que du milieu rural. C'est important déjà, comme on le dit, qui a l'information a le pouvoir. C'est important d'avoir l'information. Et nous évertuons à renforcer les connaissances et les capacités des acteurs à divers niveaux, que ce soit les populations, que ce soit les hommes des médias, que ce soit les autorités locales, etc., etc., que tout le monde ait l'information de ce qu'il peut faire ou en tout cas apporter comme contribution à cet effort commun-là. Au-delà de cela, nous menons des actions concrètes également sur le terrain en termes de préservation, de conservation. Nous avons énormément travaillé au Bénin avec un partenaire appelé l'IUCN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est le partenaire même par excellence qui intervient dans le domaine de la conservation de la nature. Et donc, nous avons beaucoup travaillé sur les questions de biens publics mondiaux. Les biens publics mondiaux, c'est quoi? C'est disons en termes clairs, c'est l'écosystème et tout ce qui va avec, tout ce qui est contenu dedans. Comment réussir à amener les communautés à s'investir dans leur préservation, dans leur conservation. Nous avons énormément fait ce travail, notamment dans les communes, dans les départements du Mono et du Koufou au Bénin, parce que JVE Bénin, nos actions se concentrent un peu plus au sud. D'accord. Et donc, notamment dans la réserve de biosphère du Mono, le delta du Mono, nous avons énormément mené d'actions qui ont amené les populations à changer leur façon de voir ces ressources-là, leur façon de se comporter vis-à-vis de ces ressources-là et leur façon de les gérer. D'accord. Déjà, y a-t-il un travail, parce que vous êtes nombreux, hein, organisations comme associations, vous êtes nombreux à mener ce combat. Est-ce qu'il y a une synergie d'action entre vous? Est-ce que comment vous travaillez à réfléchir sur ce problème-là? Effectivement, la question de synergie est, disons, très difficile à atteindre vu que chacun a des objectifs individuels, personnels. Mais il faut dire que nous, en tant qu'organisation, vous visez le même résultat. Nous visons le même résultat. Et donc, nous, en tant qu'organisation de la société civile intervenant sur les thématiques de l'environnement, nous avons quand même une base de synergie, de collaboration avec les autres organisations. Quand je parlais de l'IUCN et des biens publics mondiaux, nous avons travaillé par exemple sur ce programme-là appelé Ressources partagées, solutions communes, SRJS, avec plusieurs autres organisations de plusieurs paysages. Au Mono, le paysage du Mono, le paysage de l'Ouémé. Et donc, c'était pas moins de 8 organisations locales. Nous nous sommes mis ensemble et chacun avec un axe d'intervention bien précis pour atteindre cet idéal de changement, cette théorie de changement que nous nous sommes fixés de façon conjointe. Donc, c'est déjà un exemple de synergie. Et au-delà de cela, en tant que nous sommes tous des collègues, ces organisations, nous travaillons au quotidien ensemble,
Nous partageons les informations, nous consultons lorsqu'il s'agit de mener des plaidoyers. Nous nous mettons ensemble, même dernièrement, avant la période électorale, nous avons mené cette réflexion-là de voir quelle serait notre contribution au nouveau programme d'action du gouvernement qui va être mis en place. Donc, nous avons fait comment dire, un document qui collecte toutes les préoccupations majeures à prendre en compte dans le cadre de la préservation de l'environnement dans notre pays. Et donc, cela a été transmis aux autorités qui certainement pourront apporter des opinions là-dessus, apporter des réponses, des solutions adéquates à ces préoccupations-là. D'accord. Ça me fait plaisir quand vous avancez à l'instant les très belles actions que vous menez depuis quand même un moment. Mais est-ce que aujourd'hui, on a comme l'impression que ça ne suffit pas? Qu'est-ce que vous menez comme stratégie pour améliorer cela? Parce qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est au niveau des populations que le message n'est pas vraiment saisi, ou bien c'est votre stratégie qui forcément ne colle pas aux réalités? Alors, en termes de stratégie, nous sommes, disons, très flexibles et nous nous adaptons aux réalités. Et il faut dire que au Bénin, nous avons un arsenal juridique qui convient à toutes, en tout cas aux questions sur lesquelles nous intervenons. Nous avons les lois qui existent. Mais ce que nous disons depuis toujours, c'est l'application de ces lois-là qui pose le problème. Les lois ne sont pas... Est-ce que quand vous le dites, le problème n'est pas maintenant au niveau des organisations? Parce que quand vous parlez de loi, aujourd'hui, carrément une bonne partie de la population béninoise n'est pas lettrée. Mais quand vous parlez de loi, c'est vous qui allez expliquer ces lois. Mais comment vous le faites? Est-ce que c'est perçu? Mais c'est ce que nous faisons justement quand nous parlons de sensibilisation, de conscientisation. Nous essayons d'apporter les informations qu'il faut aux communautés, savoir que il y a telle loi qui dit telle chose. Surtout avec un français basique, je l'imagine. Et même en langue locale. Oui. Et même en langue locale, parce que vous ne pouvez pas travailler avec des communautés, comme vous le dites, qui ne sont pas lettrées et évoluer en langue française. Donc, on travaille directement avec les communautés dans leur langue locale pour leur expliquer les choses. Nous leur donnons les moyens, ou en tout cas l'information en termes de moyens, pour pouvoir faire de la redevabilité dans le domaine de l'environnement, la redevabilité environnementale, comme nous le dit. Et c'est un élément important sur lequel nous travaillons. C'est un axe stratégique de notre démarche qui amène, en fait, devrait normalement amener les communautés à, en tout cas, s'intéresser à la gouvernance environnementale dans leur environnement. Et donc, nous, c'est notre contribution déjà à cet effort national pour qu'il y ait une cohérence dans l'orientation que le pays s'est donnée en matière de gouvernance environnementale. Et donc, quand je parlais de difficultés d'application des lois, il faut qu'on y aille parce que en dehors de ça, il y a la question d'éducation environnementale qui est là, qui est pour nous un enjeu majeur. Exactement. Un enjeu majeur parce que il faut éduquer surtout les jeunes générations parce que les générations qui sont un peu plus poussées, ils sont vers le départ. Mais c'est surtout l'éducation environnementale à l'endroit... Vers le départ à la retraite. il faut le notifier. Vers le départ. Donc, voilà, il vaut mieux concentrer les efforts sur les nouvelles générations qui doivent pouvoir comprendre ces différents enjeux, leur contribution, leurs attitudes à l'endroit vis-à-vis de l'environnement, les gestes éco-citoyens, les attitudes en faveur de la préservation, de la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité. C'est autant de choses qu'il faut inculquer dès le bas âge. Et nous, depuis toujours, nous avons toujours fait avec les autres organisations ce plaidoyer pour que ce volet soit introduit dans les curricula nationaux. C'est un combat que nous continuons de mener, c'est un plaidoyer que nous faisons. Et nous espérons que ça va porter ses fruits. Ouais. Et dans le manifeste que j'ai dit que nous avons fait avec plein d'autres organisations qui interviennent sur la thématique, cet élément est pris et est fortement martelé pour dire que l'éducation environnementale sera gage
de comment nous conserverons notre environnement, nos ressources naturelles dans l'avenir. D'accord. Dites-moi un peu, quels sont déjà au niveau de, je suis toujours à vous, au niveau de jeunes volontaires pour l'environnement, quelles sont déjà à l'heure actuelle les 3 actions, je le libelle en ces termes, les 3 actions majeures que vous comptez déjà aborder? Quelles sont les 3 actions majeures? Déjà, ça part de apporter l'information aux communautés à travers cette campagne médiatique que nous sommes en train de mener depuis un certain nombre de jours en marge de la journée internationale sur la biodiversité. Nous passons sur plusieurs médias et donc c'est même le lieu de vous remercier de nous offrir cette tribune-là. Nous passons sur les médias pour sensibiliser, informer les populations, les communautés sur l'existence de cette journée-là qui se fait tous les 22 mai de chaque année. Et surtout le thème, parce que le thème en dit long sur voilà l'implication que les uns et les autres doivent avoir en matière de préservation de la biodiversité. Le thème dit quoi? Nous faisons partie de la solution. Et plus besoin d'expliquer de long en large ce thème. Nous faisons partie de la solution. Donc, nous sommes garants de la conservation, de la préservation de la nature. C'est un rappel ou un appel à l'action pour chacun et chacune de ce que la biodiversité est une chose partagée pour tous. Et donc, pour éviter qu'elle ne disparaisse, pour éviter qu'elle ne se dégrade de plus que ce que ça ne l'est, il faut que nous puissions nous agissions en conséquence, que nous changions nos comportements, que nous faisions en sorte que les générations qui viendront puissent bénéficier des mêmes écosystèmes ou de la même biodiversité que nous avons eu. Il y a énormément d'espèces menacées d'extinction, il y a énormément d'espèces en danger et c'est des éléments que les populations ne maîtrisent pas forcément. Et vu que depuis toujours, nous avons des communautés qui disposent des ressources parce qu'elles sont jugées des ressources naturelles, en disposent telles qu'elles le souhaitent parce que c'est Dieu qui a donné et ne regardent pas forcément l'aspect pérennisation de ces espèces, sauvegarde de ces espèces-là, alors que c'est un élément assez important pour dire c'est ça qui amène les touristes. Le tourisme ou l'écotourisme, le tourisme durable est un levier important de développement. Et si nous abattons toutes les espèces, que va-t-il rester? Que va-t-il rester? Les touristes n'auront plus aucun intérêt à venir visiter le Bénin. Exactement. Alors que c'est justement ce qu'ils ont mal fait chez eux là-bas en abattant ces espèces ou du fait de leur urbanisation, de leur développement. Et ils sont bien obligés de venir dans les pays où ces espèces, en tout cas, persistent ou existent pour pouvoir les voir, parce qu'elles voient à la télé, mais elles veulent voir les espèces là de face. Donc, c'est de là que nous, en tant que Bénin, nous tirons notre intérêt pour notre développement. D'accord. On regarde toujours des actions dont vous avez parlé au niveau de JVE et au niveau des autres organisations et associations. Comment, si on doit projeter, bien entendu, comment est-ce que vous voyez ce combat pour la conservation de la biodiversité à l'horizon peut-être 2035? Est-ce que vous pensez que les efforts d'aujourd'hui vont porter les fruits et qu'en 2035, nous pourrons dire ouf? De toute façon, nous arrêtons à chaque fois, nous faisons le bilan. Les choses ne sont pas telles qu'elles l'étaient il y a 10 ans. Les choses ne sont pas telles qu'elles l'étaient il y a 15-20 ans. Il y a du mieux. Il y a un changement. Il y a une prise de conscience, mais ça ne suffit pas. Et comme on dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Le chemin est encore long. La bataille est loin d'être gagnée. Et c'est tout un processus, disons-le, parce que les générations changent. Exactement. Les hommes changent, les autorités changent, etc. Donc, il faut qu'on puisse continuer le travail que nous faisons en termes de communication, en termes de plaidoyer, en termes d'action concrète de conservation, pour que, au final, en faisant le bilan, peut-être comme vous le dites, en 2035, qu'on voit que de 2021 à 2035, le Bénin a plus d'espèces menacées qui sont conservées. Le Bénin a restauré plus de
plus d'écosystèmes forestiers. Le Bénin a plus de réserves de biosphère qui sont reconnues internationalement, qui sont préservées, qui sont conservées. Le Bénin dispose de sanctuaires marins qui conservent les espèces marines qui viennent à certaines périodes le long de notre côte, il y a énormément de gaps que nous pouvons atteindre et donc c'est un travail de longue haleine et un travail permanent. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que le sujet qui nous réunit, c'est l'humanité face au problème de la biodiversité et nécessité d'une prise de conscience. Avant que vous ne partiez, puisque vous êtes là, je vais profiter. Il y a un fait qui s'est passé tout récemment où on parlait d'un pachyderme qui a été abattu à Kandy et pour cause, il semait la terreur. Il y a même eu des victimes. Quelle est votre appréciation quand on sait qu'il y a eu des victimes? Est-ce que ce comportement-là, vous le voyez du bon sens ou bien on aurait dû faire autrement? Je veux avoir votre avis sur la question avant de vous laisser partir. Alors, pour les téléspectateurs, c'est important de savoir que l'éléphant fait partie des espèces menacées d'extinction et pour lesquelles le pays ou la communauté internationale mène des efforts, des actions de conservation. Et donc, abattre cet éléphant, pour moi, n'était pas forcément la solution. D'accord. Même quand on sait qu'il a eu la victime. Nous sommes d'accord, il y a eu malheureusement, ça a fait 3 victimes, je crois. 3 victimes. C'est fâcheux, c'est malencontreux. Mais comment est-ce que cet éléphant s'est évadé du parc? Il y a des responsabilités qui doivent être situées. Et lorsque qu'un animal qui constitue limite une fierté nationale, parce que c'est pour cela que les touristes viennent, on ne sait même plus combien de communautés d'éléphants nous avons finalement dans notre parc lorsque nous commençons à les abattre lorsqu'ils s'évadent. Il y a plein d'autres alternatives que les responsables des eaux et forêts ou en tout cas les éco-gardes connaissent. Il y a des stratégies pour endormir l'animal. Il y a des stratégies pour endormir l'animal au lieu de l'abattre. Et plus encore, les communautés qui n'ont pas encore pris conscience de son importance se mettent à couper des parties de cet animal-là. C'est autant d'actions qui vont à l'encontre de la préservation de la biodiversité. Et donc, moi, mon avis est clair. Il y a plusieurs autres façons d'arraisonner un animal, même si il a l'air dangereux. En tant que technicien, en tant que spécialiste, il faut pouvoir le maîtriser, comme on le dit. Le maîtriser ne veut pas dire l'éliminer. Et donc, pour moi, c'est fâcheux, mais ça permettra à l'avenir de prendre plus de mesures pour que des situations pareilles ne se reproduisent pas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, Karl Atondé a été notre invité pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'invité du week-end. D'ici là, portez-vous bien.